Il a été 17 fois la personnalité préférée des Français. Pourtant, très peu de gens connaissent l'histoire d'Henri Grouès. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, on reçoit un invité engagé pour t'aider dans ta quête de sens. Aujourd'hui, on accueille Frédéric Tellier pour parler de ton nouveau film sur Henri Grouès, alias l'Abbé Pierre. Salut Fred. Salut Pierre, très content de te retrouver. Pareillement. Effectivement, je te représente en 10 secondes parce que tu étais venu l'an dernier nous présenter ton super film Goliath avec Pierre Ninet notamment, un super thriller écolo. Et très réaliste d'ailleurs sur le combat de citoyens face à une multinationale qui empoisonne les gens avec un pesticide. Toute ressemblance avec la réalité n'est pas du tout accidentelle. Et tu reviens avec un nouveau film qui sort là, tout de suite le 8 novembre, sur la vie de l'abbé Pierre, avec Benjamin Laverne et Emmanuel Berco, qui joue aussi dans Goliath d'ailleurs, et qui résonne énormément avec la société d'aujourd'hui. Déjà, moi je ne savais pas, mais donc l'abbé Pierre, il ne s'appelait pas l'abbé Pierre, il s'appelait donc Henri Grouès. Donc sans vous spoiler le film, en gros c'était un gosse de riche, on va dire, qui voulait devenir moine pour trouver des réponses justement loin de la bourgeoisie et des privilèges. Donc il a eu 1001 vies, il a été moine, puis résistant pendant la guerre, c'est là qu'il a changé de nom pour pas se faire arrêter. Il a été député avant de créer les fameuses communautés Emmaüs pour les personnes exclues de la société. Et enfin, la fondation Abbé Pierre contre le mal logement. Pourquoi Fred, tu as choisi de faire un film sur l'Abbé Pierre ? D'abord, je remarque qu'il y a beaucoup de Pierre dans cette histoire. Ouais, entre Pierre trop. Ninet, toi, l'abbé Pierre. Bon. Non, mais tu sais, je crois qu'on sait pas, honnêtement, je crois qu'on sait pas trop pourquoi on choisit une histoire ou pourquoi une histoire nous choisit. Ce que je sais, c'est que quand je réfléchis, je sais que je me sens sensible aux victimes en général. Cette fois-ci, j'ai réfléchi aux victimes de la rue, ces gens qu'on regarde plus. On s'imagine pas que ça a été des petits bébés et peut-être avec un papa et une maman aimante et puis qu'il y a eu un pépin de famille ou de santé. Donc ça m'intrigue toujours beaucoup quand même. Ça m'a emmené vers l'abbé assez rapidement quand même. J'avais un souvenir un peu diffus de lui. J'imagine un peu comme tout le monde, le vieux monsieur sympa qui mettait des coups de gueule à la télé, et puis les communautés Emmaüs où tu achètes tes meubles quand t'es gamin et où tu revends, tu donnes les tiens plutôt quand t'es un peu plus âgé. Et c'est vraiment en revisitant son histoire, sa vie, que ça a commencé à me gratouiller pas mal, quoi, parce que d'abord j'ai redécouvert un homme qui a changé le monde. Quand même, un petit bonhomme de chez nous qui a changé le monde. Il y a plein de gens pour qui on n'ose pas trop le dire, mais il y en a où là, clairement, faut assumer les mots, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, j'ai gratté un peu sur sa vie. Et c'est vrai que j'ai découvert sa vie privée. J'avais très envie derrière une immense icône comme ça. Tu t'en as parlé, personnalité préférée des Français pendant 17 ans. Et encore parce qu'il a demandé à arrêter d'être dans le classement. Ah ouais? Ouais, il disait place aux jeunes maintenant. C'est plus à moi d'être dans le classement. Donc il a demandé expressément à plus être dans le classement. Et c'est vraiment en découvrant sa vie privée, en particulier Lucie Coutaz, et puis tous ses combats, ses paradoxes. C'était vraiment, autant il a changé le monde, autant il était inadapté au monde. Il souffrait énormément de la cruauté du monde autour de lui. Il était presque dans un état dépressif chronique, de ressentir de manière très très forte le monde autour de lui. Il était à la fois très modeste et à la fois très orgueilleux. Quand même, il avait très envie d'être un grand homme. Quand il était tout jeune, il hésitait entre être Napoléon ou Saint François d'Assise. Tu vois, c'est pas n'importe quoi quand même. Ouais. Et puis évidemment, qu'en redécouvrant son histoire, ou en la découvrant, il y avait tellement de reflets de notre époque moderne dans son époque à lui que ça m'a saisi, quoi. Ça m'a littéralement saisi en fait. Je parle vraiment comme un artiste de c'est l'œuvre qui m'a choisi, quoi. C'est chouette. Non, mais c'est vrai. Je te crois. C'est vrai, hein. C'est pas des mensonges, hein. Non, tu sais que je te mentirais pas. Non, puis c'est le mieux quand c'est... Bah ouais, tu te sens appelé à parler d'un sujet et tu sais que, ouais, c'est ce que tu disais, ça te gratte, ça te démange et il faut que tu creuses ce sujet, quoi. Et pour vous resituer un peu l'histoire, à l'origine d'Emmaüs, il y a un autre homme, la rencontre avec un autre homme, Georges Leguet, qui était condamné à 20 ans de bagne à Cayenne pour avoir tué son père, qui était violent et alcoolique. Mais lors d'un incendie, il sauve plusieurs codétenus et se voit gracié pour son héroïsme. Du coup, il rentre en France, donc là on est en 49, et le mec découvre que sa femme est partie avec un autre mec, sa fille refuse de le voir, et en plus, il a le palu. Donc il tente de se suicider, mais il n'y arrive pas, et le lendemain, on l'amène voir l'abbé Pierre, qui était connu dans la région pour aider les plus démunis.
Est-ce que tu peux nous raconter cette scène, cette proposition insolite de l'abbé Pierre à ce mec qui clairement veut mourir? Déjà, de ce que je connais moi, tu as très bien résumé la séquence, c'est-à-dire il veut se foutre en l'air, il est recueilli à l'hôpital, ils savent pas trop quoi en faire parce que c'est pas la fonction de l'hôpital, quoi. Il est pas malade. Dans tous les cas, il a plein de maladies dues au bagne, mais on peut pas le soigner de son envie de mourir. Et ils ont entendu parler de ce curé qui vient de commencer une action comme ça où il recueille des gens qui ont plus de logement ou qui sont en détresse. Donc ils se disent bon, c'est un curé, il va peut-être nous aider. Donc il lui donne Georges Leguet, en fait, il le dépose. Nous, on peut plus faire grand-chose. Est-ce que vous voulez pas l'accueillir? Et l'abbé, qui jusqu'à présent était plutôt dans une idée de faire une communauté d'érudits, d'intellectuels qui allaient réfléchir au monde après la guerre pour reconstruire le monde. Il venait d'acheter une vieille maison, quoi, pour accueillir des gens. Voilà, il venait d'acheter une vieille bicoque qu'il allait retaper pendant des années. Et puis il y a sa complice, Lucie Coutaz, qui était pas tout à fait d'accord avec lui sur l'idée des érudits. Et là, Georges Leguet déboule. Il lui dit bon, écoute, t'as plus rien à perdre puisque de toute façon tu veux mourir. Donc soit tu meurs, soit t'as qu'à venir m'aider. On va aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Toi et moi, on va reconstruire un peu le monde ensemble, quoi. Et là, Georges a une illumination, Georges Leguet, et lui dit ok, je viens vous aider. Tant et si bien que quelques années plus tard, il lui a dit quand vous m'avez recueilli, si vous m'aviez donné de l'argent ou à manger, je me serais foutu en l'air, mais vous m'avez donné des raisons de vivre, et c'est pour ça que j'ai vécu avec vous le grand mouvement Emmaüs, quoi. Et ce Georges va donner vraiment l'idée à l'abbé de se dire en fait c'est ça que je veux faire. Ce que j'ai à faire là sur Terre, sur mon passage sur Terre, c'est de considérer celui qui est moins heureux que moi et de l'aider un peu, quoi. Là où il est très fort, l'abbé Pierre, c'est justement de pas être dans la charité. Justement, il leur interdisait par exemple de faire la manche, mais de tout de suite justement te permettre de te rendre utile, justement, toi qui justement est exclu de la société et qui d'habitude est toujours en demande de pain, j'en sais rien, d'alloc, d'un toit, etc. Et là, du coup, de leur rendre leur dignité, c'est un beau message. Et du coup, c'est parce qu'il accepte cette proposition insolite. Là, c'est du coup l'acte fondateur, en fait, effectivement, du mouvement Emmaüs, où il y a une quinzaine d'autres personnes exclues de la société, en difficulté, qui sont rapidement accueillies dans ce qui deviendra ensuite la première communauté Emmaüs. Je crois que tu touches vraiment au truc parce que moi, ce qui m'a énormément bouleversé dans le sujet, quand je le préparais, dans le récit à raconter, mais c'est que je me suis aperçu que le combat, l'action générale de l'abbé, bien sûr, ça a été de lutter contre le mal logement et contre l'indifférence. Mais au-delà de ça, ça a été de considérer l'être humain avec dignité, qui que ce soit. Et ça, c'est un message, moi, qui m'a vraiment retourné pour le restant de mes jours. C'est-à-dire de toujours laisser la personne qu'il avait en face dans l'humanité, quoi. De le garder dans l'humanité, de le considérer quoi qu'il ait fait, hein. Bien sûr, Georges, il était attachant, même si c'était un criminel, mais il était attachant. Mais il a recueilli des anciens collabos, des anciens nazis, des anciens ci, des anciens ça. Et puis il a tué son père, quoi. Ouais. De toujours considérer celui qu'il avait en face de lui avec considération, en fait. Je me méfie souvent des biopics parce qu'on a souvent tendance à accentuer le mythe du self-made man et que la personne s'est fait toute seule, alors que, évidemment, qu'il y a souvent plein d'alliés. Alors là, en plus, sur une émission féministe, déjà, le premier truc qui m'a plu, c'est l'hommage que tu as rendu à la fondatrice d'Emmaüs, que quasiment personne ne connaît, Lucie Coutaz, que tu as déjà évoqué. On dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. Là, c'était 100% le cas et c'était même pas sa chérie, quoi. Encore plus quand l'abbé Pierre, qui a beaucoup été malade pendant plusieurs années, c'est encore plus elle qui a géré seule au quotidien les communautés Emmaüs. Mais donc, elle a été dans l'ombre de cette icône 39 ans. C'est même elle, d'ailleurs, qui l'a renommée l'abbé Pierre en lui faisant une fausse carte d'identité quand elle était soi-disant sœur sous l'occupation. Est-ce que c'était important pour toi de rendre à la fondatrice d'Emmaüs l'hommage que l'histoire lui a pas trop rendu? Écoute, oui, évidemment. La première chose, c'est que ça m'a bouleversé. Leur histoire m'a bouleversé. J'aurais pas aimé être... Tu vas voir ce que je veux dire. J'aurais pas aimé être opportuniste sur le mouvement féministe. En fait, il est fondamental, ce mouvement féministe. Moi, ça m'agace toujours un peu d'être dans la mode. Je préfère ceux qui se sont battus avant pour ce mouvement quand personne ne se battait. En fait, il y a des grandes femmes qui ont été mises dans l'ombre. Et évidemment que quand on y réfléchit à Lucie Coutaz,
qui est la cofondatrice du mouvement Emmaüs dans les statuts officiellement avec l'abbé, qui est enterré à côté de lui. Ils ont deux petites tombes, deux petits tas de terre dans un cimetière, dans un petit cimetière en Normandie. Il y a eu cette grande émotion de découvrir que ça a été deux âmes sœurs. Ils ont vécu ensemble 40 ans dans la même maison, le même petit appartement. Mais évidemment, je réfléchissais au conditionnement. Je me disais, Lucie, elle a toujours été extrêmement discrète parce que c'était une grande résistante. Donc, je pense qu'elle avait l'art de la discrétion et du camouflage. Mais probablement que l'époque l'a conditionnée comme ça. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Je crois qu'elles ont eu droit au chéquier en 75 seulement. Voilà le truc. Donc, j'ai souvent dit, je pensais faire un film sur l'abbé. J'ai fait un film sur un binôme, sur un couple, sur l'abbé et Lucie. Tant et si bien que le portrait de Lucie commence à ressortir un peu dans les communautés à droite à gauche, et que j'ai même l'adjointe au maire de Cherbourg qui s'est engagée à créer une rue Lucie Coutaz. Ah, génial. Donc, ouais, je suis content parce que c'est lui rendre justice. C'était, je crois, une grande dame, une grande résistante, discrète, élégante, chic, un peu rock, toujours avec une mèche de cheveux sur le côté comme ça. Et elle s'est battue pour les plus démunis, et ils ont été tous les deux presque fusionnels, quoi. C'était une histoire d'amour platonique, mais ce sont des âmes sœurs, quoi. Ce sont vraiment des âmes sœurs. Ils n'étaient qu'un ensemble, quoi, les deux. Entre-temps, du coup, Emmaüs trouve comment gagner de l'argent, parce qu'au début, tu avais une vingtaine de sans-abri, sans famille, sans papier, enfin bref, d'accidentés de la vie, qui vivaient surtout sur la paye du député, de l'abbé Pierre. Mais au bout d'un moment, ils ont plus de thunes, et un des compagnons propose de faire de la récup. C'est le début de la société de consommation, et donc le groupe commence à faire les poubelles, récupère des chiffons, de la ferraille, des livres, et revend tout ça. Et en fait, ça marche, et donc d'autres communautés se créent sur ce modèle. Pour vous expliquer, concrètement, une communauté Emmaüs, c'est un lieu qui accueille des personnes à la recherche d'un endroit où dormir, travailler et se reconstruire, et où toi, moi, n'importe qui peut aussi acheter des choses pas chères, ou les revendre d'ailleurs, comme tu disais, dans cette espèce de brocante. Mais cet accueil inconditionnel, le fait de voir l'humain même chez des gens les plus exclus de la société et ou les plus violents, comme Georges Leguet, où il y a un collabo dans le film, etc. Moi, c'est vraiment ça que je retiens de l'abbé Pierre. Toi, si tu voulais qu'on retienne un truc de l'abbé Pierre, ce serait quoi? T'as pas le droit de dire la même chose. Merde, c'est ce que j'allais dire. Non, mais moi, j'ai été vraiment très marqué par son combat pour la dignité, pour l'humanité à tout prix, quoi. D'abord son authenticité, mais la façon de considérer l'autre, son empathie pour l'autre, quoi qu'il arrive, de partir de cette base-là, quoi. Souvent, je me dis comment ça se fait que les petits enfants ils naissent, tu leur souris, te souris, t'es malheureux, ils sont malheureux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on n'a plus cette empathie En tous les cas, l'abbé, il avait cette grande pureté face à l'autre, quoi. En fait, il le considérait d'abord comme un être humain comme lui. Et ça m'a intrigué et ça m'a rempli d'envie de l'imiter, quoi, de faire cet effort-là. On s'est souvent dit avec mon camarade co-scénariste Olivier Gors, avec qui j'ai donc écrit le film. On s'interrogeait souvent. Olivier me disait souvent, mais tu sais, c'est un effort d'être quelqu'un de bien dans notre monde. C'est pas acquis tout de suite, quoi. Il y a un moment, les choses basculent. Je sais pas pourquoi. C'est une démarche dans sa tête de dire bah non, je vais pas arnaquer, je vais plutôt bien me comporter, bah non, je vais pas être désagréable, je vais plutôt essayer d'être aimable. C'est une démarche, quoi. Et je pense que l'abbé, il avait ça de manière pure, en fait. Je trouve ça assez fabuleux, malgré tous les doutes qu'il a eu, hein, qu'on voit dans le film, tous les questionnements qu'il a pu se poser, les insatisfactions, les incertitudes, parfois même les trahisons, d'avoir gardé cette idée pure. Je me dis quel exemple pour aujourd'hui. On est dans un chaos terrible. Tu vas me dire, toutes les époques ont connu leur chaos, hein, j'en suis bien conscient, mais quel chemin formidable il nous montre de fraternité, de solidarité. C'est pour ça que je préfère parler de ça chez lui que de lutte contre la misère ou le mal logement. On est dans une époque tellement terrible que parfois on a du mal à se dire ouais, bon, ça va me saouler un peu. En fait, moi, ce qui m'a vraiment ébahi chez lui, c'est ça, quoi. C'est sa considération de l'autre, quoi. Ouais. Le sommet qui est à la fois beau et horrible, qui a rendu l'abbé Pierre iconique, c'est l'appel de l'hiver 54. Cette année-là, l'hiver est glacial, il fait moins 15 degrés de façon prolongée. Il y a plein de sans-abri qui meurent de froid dans l'indifférence totale, ce qui évidemment révolte l'abbé Pierre, jusqu'à un énième drame où une femme et son bébé sont retrouvés morts de froid sur un trottoir de Paris. Et elle tient dans sa main un papier où on voit qu'elle a été expulsée de son logement juste
la veille, je crois. Et donc, l'abbé fait le forcing pour passer à la radio et lancer cet appel à la solidarité. Il dit « Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés, sans toit, sans pain. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent à la porte de lieux où il y ait couverture, sous, et où l'on lit ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. Chacun de nous peut venir en aide aux sans-abri. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte. Merci. » Qu'est-ce qui se passe après cet appel de l'abbé Pierre à la radio? C'est toi l'abbé, en fait. Ouais, j'ai encore pas mal de choix, je crois. Non, mais écoute, moi, ce que j'adore dans ce rappel que tu viens de faire, d'abord, c'est émouvant, hein, quand même. Les mots sont « mes amis au secours ». Ouais. Quand même, putain, un mec qui lance un appel comme ça, c'est quand même pas rien. Hein. Mais surtout, ce que j'aime particulièrement, moi, dans cet appel, c'est surtout quand moi, je me rappelais l'appel de 54, je me rappelais assez peu, enfin, j'avais pas la dimension de ce qui a été appelé ensuite l'insurrection de la bonté. C'est-à-dire que quand il fait son appel, les Français répondent à l'appel. C'est ça, c'est la réponse qu'il y a eu. Il a lancé un appel et il y a eu une réponse après. Et cette réponse, c'est que ce qui est très joliment fait d'ailleurs dans le film de la part de l'acteur, c'est que quand il fait son appel, c'est pas encore une rockstar. L'abbé, c'est un petit abbé qui s'occupe de gens malheureux. Il est indigné de ce qu'il voit dans la rue, parce que tu as décrit précisément, mais aussi parce que il y a une politique d'austérité du gouvernement à cette époque-là, presque 10 ans après la guerre. On est en pleine reconstruction. On en a marre qu'il y ait des gens qui payent pas leur loyer. Politique d'austérité, on les met dehors. Manque de peau, c'est un hiver glacial et les gens meurent dehors, en fait. Et donc, il y a, comme tu dis très justement, il y a cette dame en trop qui, en plus, a son avis d'expulsion dans la main. Elle vient d'être expulsée, elle est morte de froid dans la rue. Et là, il est entre l'accablement et la révolte et il va lancer cet appel vibrant, mais très simple parce qu'il sait pas ce que ça va donner. Peut-être ça va rien donner, en fait. Et il commence, mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, il faut que des lumières s'allument partout dans Paris et qu'on dise ici on t'aime, viens ici on t'aime. En fait, c'est totalement magique, quoi, cette capacité à aimer l'autre. Et là, dans les heures qui suivent, les Français se mobilisent, ça devient l'insurrection de la bonté. Les Françaises, les Français sortent de chez eux, vont au point de rendez-vous qu'a donné l'abbé et donnent beaucoup de fric, de l'argent liquide, des bijoux de valeur, des lampes à pétrole, des couvertures, des tentes, des poêles catalytiques. Les gens se démunissent pour donner, pour aider les plus malheureux qui sont en train de mourir. Je montre des images d'archives d'ailleurs dans le film des gens de ce moment-là, de cet hiver-là. Tu vois que vraiment ils ont très froid, quoi. Ils sont glacés, ils sont en train de mourir. Ils logent sur un peu de paille qu'ils ont mis sous les ponts de Paris. Ils sont en train de crever les uns après les autres, quoi. Donc c'est vraiment bouleversant et ça devient un mouvement national immense qui aujourd'hui est connu dans le monde entier, l'insurrection de la bonté. Et j'adore cette phrase un peu plus tard que j'ai reprise dans le film, puisque les discours dans le film sont ces discours au mot près. Puisqu'après, il fait des grandes conférences partout en France. Il est demandé partout en France, puis en Europe, puis dans le monde entier, jusqu'aux États-Unis. Et il dit cette phrase que je trouve hyper puissante. Il dit, si après l'insurrection de la bonté ne vient promptement l'insurrection de la justice, il dit, alors, ce sera l'insurrection de la colère. Bah, on y est. On est en plein dedans, quoi. Cette vague de générosité, c'est historique parce que, tu l'as dit, dans les jours qui suivent, il y a 500 millions de francs qui sont collectés et des centaines de tonnes de vêtements, de couvertures et de nourriture. Mais surtout, donc le gouvernement, le Conseil des ministres, qui effectivement était plutôt dans une politique d'austérité, qui s'engage, probablement sous la pression, à construire 12 000 logements pour sans-abri. Et on crée à ce moment-là la trêve hivernale. Ça vient de là, cette loi qui interdit l'expulsion des locataires pendant l'hiver. Donc ça, c'est en 54, mais aujourd'hui, Emmaüs, c'est 30 000 compagnons, bénévoles et salariés en insertion qui travaillent dans 300 communautés et structures d'accueil en France et plein d'autres dans le monde. C'était important pour toi de montrer au-delà, effectivement, de l'icône, on va dire, l'abbé Pierre, cet élan de tout un chacun qui a participé à un collectif historique et que, pour moi, incarne parfaitement cette phrase que j'adore de l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Ouais, bien sûr, c'était
Tu sais, faire un film, c'est long. Ça m'a pris 5 ans. J'ai toujours aimé l'idée d'une troupe, en fait. L'idée des troupes, des gens qui se rassemblent pour œuvrer ensemble. J'ai passé 5 ans avec le mouvement Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, les compagnons, les compagnes. Je trouve que c'est une force incroyable parce que c'est un rendez-vous de l'être humain qui n'est pas dans ses petits intérêts, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez intriguant parce que je vais tout te dire. En fait, moi, j'ai beaucoup de doutes sur les communautés, de manière un peu générale, quoi. Ouais. Que ce soit les communautés virtuelles, les communautés WhatsApp, les communautés... Sur les dérives potentielles, tu veux dire? Oui, même sur l'idée de ces communautés, parce que je trouve que même quand elles sont simples, parce que je trouve quand même qu'on est à une époque où ça a raccourci la pensée, et on est un peu dans un monde binaire, c'est-à-dire on est soit dans le groupe, soit on n'est pas d'accord avec le groupe et on dégage du groupe. Ouais. Il y a rarement... C'est-à-dire tout est un peu binaire, quoi. Que je trouve que la belle idée de la communauté de l'abbé, le sens de la communauté quand il a créé les premières communautés, c'était de rassembler des gens qui ne pouvaient pas être ensemble, mais qui avaient un grand projet ensemble et qui s'unissaient autour de ce projet, quoi. Est-ce que c'est pas finalement ce qui nous manque le plus dans notre sociologie civilisationnelle du moment? Moi, je suis pas curé, hein, mais quand même, je trouve que d'apaiser nos pensées, d'apaiser nos projets, ne pas détruire l'autre tout le temps, le respecter, s'en soucier, un peu moins penser aux intérêts personnels. Je peux pas m'empêcher de penser à mes intérêts personnels, mais l'intérêt collectif a du bon aussi. C'est pas enlever une partie de moi pour penser au groupe, c'est mettre une partie de moi dans le groupe pour m'enrichir du groupe aussi, échanger avec d'autres, pas que avec des gens qui sont d'accord avec moi, qui vont flatter mon ego ou mes frustrations, ou c'est m'ouvrir au monde, en fait, quoi. C'est ça, être dans l'humanité, en fait. Donc, bien sûr que ça m'a énormément touché, cette idée de groupe, de l'abbé, de troupe, de communauté, avec un petit C, comme il aurait sûrement dit, un petit C minuscule, des petites communautés de gens qui œuvrent pour une grande action, pour quelque chose qui élève un peu ton cœur, ton âme, ta tête, autre que se dire, bah, je vais dégager le voisin parce qu'il me fait un peu chier avec ses poubelles, donc je vais lui mettre des... tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas, moi je vis à Paris, vraiment c'est terrible, quoi. À Paris, t'as l'impression que tous les gars se mettent sur la gueule au feu rouge, peut-être parce que politiquement, ça fait de nombreuses années maintenant qu'on n'a plus un grand projet de société comme ça pour nous unir. Et c'est vrai que la réponse à l'appel de 54, l'insurrection de la bonté, ça a été ça pour quelques années. Des gens se sont unis en disant, eh ben, on va pas être nous moins heureux, mais en revanche, on peut aider un peu les moins heureux et ça va nous rendre un peu plus heureux, nous, quoi. Ouais. Merci en tout cas d'avoir mis en avant effectivement la force du collectif, notamment dans l'histoire. Ouais. Et je savais pas, j'ai adoré l'apprendre. C'était vraiment une grande gueule, hein, l'abbé Pierre. Il y a plein d'anecdotes qui l'illustrent. S'il n'avait pas fait le forcing pour passer son appel à la radio, par exemple, il n'y aurait jamais eu cette énorme vague de générosité dont on a parlé. Mais aussi et surtout auprès des politiques. Il y a un moment, il débarque, je ne sais pas exactement où c'était, peut-être au ministère, j'imagine. Ouais. Et il passe une gueulante, il leur dit, au même moment où vous refusez de donner un tout petit peu d'argent pour le logement d'urgence, il vient d'y avoir un bébé de 3 mois mort de froid dans un vieux car rouillé que lui vient de voir. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que s'il n'avait pas été une grande gueule, s'il n'avait pas osé rentrer dans l'art des hommes puissants ou ouvrir sa gueule sur les plateaux télé, les mettre face à leur inhumanité quand ils prennent des décisions dans des bureaux qui détruisent la vie de millions de personnes et leur rappeler qu'ils ont un cœur pour débloquer des fonds publics, bah, je suis plutôt convaincu que si ça n'avait pas été une grande gueule, il aurait aidé peut-être 10 fois moins de monde, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, évidemment, de faire un film en 2h15 qui résume 94 ans de sa vie. J'imagine toutes les belles phrases, les beaux moments de l'abbé que j'ai mis sous silence. Il avait dit aussi à un homme politique, où je crois qu'il avait écrit une tribune qui était magnifique, où il disait, vous vous souciez pas des gens qui meurent dans la rue parce que vous, votre fille, elle va à l'opéra, donc vous vous souciez du rideau de l'opéra, de la qualité de l'opéra, mais si elle était dans la rue, votre fille, vous en occuperiez des gens. C'est vraiment ça, l'égoïsme. L'égoïsme, c'est pas forcément un truc où on monte du doigt en disant, ah bah t'es un salopard, même s'il y en a des salopards égoïstes, mais c'est plutôt de dire c'est un conditionnement de la vie qui fait qu'on s'intéresse une fois de plus à nos petits intérêts et on s'ouvre pas assez aux autres, quoi. Donc oui, il avait en plus ce caractère. C'était un très brillant orateur. Hein, il avait ce caractère incroyable, cette vibration. Il mettait les gens en transe, vraiment. Hein, et surtout, il disait j'ai le don de l'insolence mesurée. Et il savait où s'arrêter pour ne pas devenir un ennemi, mais juste pour secouer un peu les puces des uns et des autres. Moi, j'ai vraiment
c'est ce dont je me rappelais de lui. L'appel de 54, évidemment, sans trop savoir ce que c'était, mais je me rappelais de cet appel de 54 et des coups de gueule formidables du vieux monsieur quand j'étais gamin, de ce vieux monsieur qui tapait du poing sur la table aux 13h, aux 20h, qui mettait des blâmes aux hommes politiques en face de lui pour les remettre dans le droit chemin, quoi. Oui, parce qu'en fait, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui fassent ça, quoi. Parce que si c'est pour dire effectivement de manière mesurée et surtout quelque chose de vraiment vrai, ça veut pas dire grand-chose. Mais... Ouais. J'ai l'impression de chercher des films qui, alors ça va plaire à ton émission, à ta démarche. Je cherche le bon sens, en fait, je crois, quoi. Et l'abbé, il avait du bon sens. Alors, il était armé pour ça. Il a refusé de monter dans l'échelle hiérarchique. Il est resté tout en bas. Il est, comme je rappelle pendant le film, il est resté indépendant et libre. Hein. Le mouvement Emmaüs n'est toujours pas soumis à des subventions étatiques, ni des uns ni des autres. Donc, ils ont une liberté de penser, une liberté d'expression au nom du bien. Lui, c'était un vrai rebelle, un révolutionnaire. Et maintenant, la Fondation Abbé Pierre et le mouvement Emmaüs, au-delà de l'état d'esprit très rock qui règne chez eux, hein, vraiment, que j'ai vécu, moi, pendant toutes ces années avec eux, sont vraiment des libres penseurs, en fait. Leur pensée leur appartient, ils ont leur discernement, leur façon de voir le monde, qui est une façon de bon sens, en fait. Il y a pas, tu peux pas les embrouiller sur oui, mais est-ce que si, non, ils disent juste, il y a des gens qui meurent dans la rue. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour ça, quoi? Donc, c'est vrai que ça remet en place, et l'abbé, il tapait souvent fort là-dessus, en disant, je comprends pas, on dépense des millions pour faire des guerres, et on peut pas faire une guerre contre la misère. Elle est où la logique? Et c'est vrai qu'ils mettaient des échecs et maths à chaque fois. Je dois avouer, j'ai pleuré pendant le film. Moi aussi. Ah ouais? Ouais. À chaque fois que je le vois, même, j'ai des vraies séquences d'émotions, bien sûr. Ouais. En plus, toi, t'as dû l'accoucher, tout ça. L'abbé Pierre dit que la pire des maladies, c'est l'indifférence. Et effectivement, on s'habitue tous à l'horreur pour se protéger aussi, encore plus quand on peut la voir en 2 clics. Et le film m'a vraiment remis une claque à la gueule de « Mais pourquoi est-ce qu'on accepte que des gens dorment dans la rue, en fait ?» Et ça m'a vraiment donné envie d'aider plus, à me dire, au-delà de mon travail, effectivement, qu'est-ce que je pourrais faire d'utile à la société et qui m'apporte de la joie aussi, sinon je tiendrais pas dans la durée. Mais pourquoi je me prive d'aider plus de gens? Et du coup, dans ce genre de situation... au-delà de réfléchir à ce que je peux faire sur le moyen terme pour aider, qui est une question tout de suite plus complexe, j'ai fait un don tout de suite à la Fondation Abbé Pierre, sinon je sais que le lendemain, je risque de me démotiver. Et le deuxième truc qui est lié à ça, effectivement, ça m'a aussi vraiment questionné sur à quoi il sert en fait mon argent. Pourquoi j'en fais pas plus profiter les autres? Et j'imagine que je suis pas le seul à avoir eu très envie d'agir après ce film. Est-ce que tu as des anecdotes de gens qui ont vu le film et qui ont été secoués ou qui sont passés à l'action? Ouais, bien sûr. Bien sûr, j'ai énormément tourné avec le film partout en France. Là, j'ai fait 70-80 dates. Ah oui. On a organisé des avant-premières. J'ai tenu sur chaque avant-première à ce qu'il y ait des compagnons, déjà des représentants du mouvement Emmaüs. Mais j'ai eu des témoignages à chaque fois totalement incroyables. J'ai eu un petit garçon de 11 ans, par exemple, qui a témoigné un jour dans une projection, qui m'a dit moi, je voulais être architecte, je veux plus être architecte, je veux être Abbé Pierre. Par exemple, j'ai eu énormément de témoignages de gens qui sont venus me voir après les rencontres en me disant ça nous a vraiment donné envie de nous engager, ce que tu viens de décrire, l'émotion que tu viens de décrire, nous engager plus, faire plus. En plus, moi, j'encourage le mouvement d'aller vers le mouvement Emmaüs parce que vraiment cet esprit rock qu'ils ont peut donner cette joie que j'ai beaucoup dit dans les rencontres. Allez boire un café avec les compagnons. Allez-y de ma part, de la part du film ou de la Fondation Abbé Pierre. C'est vraiment, t'es dans un truc rock, quoi, quand même. Comme ils ont pas leur langue dans leur poche, c'est vraiment sympa. Donc, j'oublie pas non plus, je sais plus dans quelle ville j'étais, mais j'ai un compagnon qui a levé la main, qui s'est exprimé, qui a dit, moi, j'ai été compagnon pendant 20 ans dans une communauté, j'ai été viré de la communauté. J'imagine soit il s'était battu, soit il avait piqué dans la caisse, soit, c'est souvent un peu ça, hein, les raisons. Et il dit, ça fait 10 ou 15 ans que j'en suis sorti, j'ai réussi à dire, je viens de revoir le film et je vais retourner dans une communauté parce qu'il m'a dit, ma vie, c'est d'être compagnon d'Emmaüs. Tu vois, des témoignages magnifiques comme ça. Vraiment, j'en ai eu plein. C'est vrai que le film est très émouvant, qui remue, il infuse longtemps aussi, je crois, après l'avoir vu. Après, moi, je dis souvent, je me méfie. Il faut pas être trop ambitieux au point de se sentiloser trop dans la prise de décision. Déjà, de considérer le gars qui est dans la rue plutôt que de le détester,
C'est déjà beaucoup, quoi. Après, ça va venir petit à petit, un sourire, une tape sur l'épaule, un sandwich offert. Et puis oui, si ça se passe bien, l'envie de s'engager un peu plus, ça, je crois que c'est primordial, s'engager un petit peu plus pour penser différemment le monde, en fait, pas forcément accepter. J'imagine que tu seras d'accord avec moi, je veux pas spoiler le film, mais une des dernières conférences qu'a faite l'abbé, que j'ai reconstituée, je trouve sa phrase très très forte quand il dit ce n'est pas à nos gouvernements de nous dire comment on veut le monde, c'est à nous de leur dire le monde qu'on veut. Mais En fait, c'est ça. Finalement, c'est ça le combat. Moi, c'est ça qui m'a plu. je trouvais ça hyper intéressant de faire cette interview, pas uniquement pour... voilà, si c'était juste l'aspect historique, ça aurait pas suffi selon moi, mais justement parce qu'il y a plein de messages effectivement d'humanité, et surtout parce que c'est beaucoup plus d'actualité que ce que j'aurais cru. Et à un moment, pendant la guerre, par exemple, tu poses la question comment avoir de l'espoir quand il n'y a plus d'espoir. Je pense qu'il y a plein de gens qui se posent cette question aujourd'hui. Ouais. Évidemment aussi sur la misère, avec une personne sur 10 dans le monde qui est dans des logements précaires, insalubres ou temporaires, enfin mal logés. C'est 6% en France. Et Ouais. quand on regarde les gens les plus connus sur Terre, qu'on admire, du coup qu'on imite, qui nous servent d'exemple, parce que c'est un film sur les rôles modèles, bah, on trouve des sportifs, des chanteurs ou des milliardaires. Et c'est rarement des personnes Ouais. qui ont consacré leur vie à l'intérêt général. Et je trouve que c'est vraiment un symbole que le divertissement, donc pour le sport, la musique ou les acteurs d'ailleurs, et l'argent pour les milliardaires, donc le divertissement et l'argent sont plus importants dans notre culture que la générosité et l'altruisme. Et en fait, moi, je rêve que la moitié des films au cinéma ou sur Netflix, bah, ce soit sur des Abbé Pierre plutôt que sur des Bernard Tapie, quoi. Donc, merci pour ça, Fred. Mais tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie. C'est intéressant parce qu'en psychologie, il y a 7 intelligences qui sont reconnues, différentes. Celle dont on parle le plus, c'est l'intelligence logico-mathématique. C'est celle des additions des chiffres. C'est celle donc du posséder plus, de j'ai combien d'argent en banque, j'ai combien de sociétés, j'ai combien d'employés, j'ai combien de succès à mon actif, Mais il y a des études psychologiques qui ont été faites pour savoir pourquoi c'est cette intelligence-là qui s'est le plus répandue, plutôt que l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle, l'intelligence artistique, enfin les 7 autres, les 6 autres que celle-ci. Et en fait, ils ont fait des tests et c'est l'intelligence la plus bête des 7, donc la plus facile à acquérir. Parce qu'effectivement, c'est celle des additions, du numérique, de la quantité. C'est pas une appréciation, en fait, c'est des additions, quoi. Donc, c'est celle qui est le plus répandue. Quand on t'apprend ça, tu réfléchis un peu différemment déjà au fait de posséder. C'est pour ça que j'aime réfléchir à l'état d'esprit de l'abbé, des communautés, d'être authentique avec soi-même, et de considérer l'autre à côté, d'avoir de l'empathie pour l'autre. C'est déjà un début de démarche. C'est presque déjà un début de projet de société, quoi, ça. Est-ce que tu penses que le cinéma peut changer nos valeurs et en tout cas changer la hiérarchie et remplacer l'égoïsme par la solidarité? Alors écoute, vraiment, je trouve qu'il y a 2 réponses possibles à ta question. Il y a la réponse un peu convenue ou faux cul, ça rime d'ailleurs, qui est de dire non, le cinéma change pas le monde. Je croyais que tu allais dire la réponse convenue, c'est de dire oui, bien sûr. Non, mais tu vois, souvent, tu poses cette question à un artiste, il te dit, écoute, je pense pas quand même que l'art que j'exerce puisse... Bon, d'ailleurs, finalement, c'est une réponse un peu prudente aussi, j'en sais rien. Après, sincèrement, au fond de moi, je pense que ça y participe. Le fait d'évoquer des émotions, de les partager, ne serait-ce que sur l'abbé, tu peux aller voir mon film, enfin en l'occurrence pas toi, mais quelqu'un va aller voir ce film, ne pas l'aimer, bon, ne pas aimer le style artistique, la musique, que sais-je, la tête de l'acteur, mais tu vas découvrir des choses. Donc déjà, ça va servir à ça, au moins ça va servir à ça, à sûrement t'émouvoir sur... J'ai eu beaucoup de témoignages, je me disais, mais en fait, je connaissais pas l'abbé Pierre. Bien sûr que le cinéma, moi, en tous les cas, ça a changé ma vie. Quand j'étais gamin, que je suis allé dans les premières salles de cinéma, ça a été une émotion tellement forte que ça a transformé ma vie. Il y a des films qui m'ont conditionné différemment, qui m'ont radicalement fait changer d'opinion sur tel ou tel sujet et qui m'ont attendri le cœur aussi sur plein de choses. Donc, la réponse honnête, c'est de dire évidemment qu'un film ne va pas changer une société ni une civilisation, mais ça peut éveiller une conscience ou la réveiller
ou changer un tout petit angle de vue sur quelque chose que tu pensais acquis, que tu vas voir différemment. Si ça, j'y crois quand même beaucoup. Bien sûr que ça suffit pas, il faut aussi des politiques, des actions collectives, voilà, des vrais changements. Voilà, c'est pas un film qui va faire qu'il y a plus personne dans la rue, mais ça, déjà, ça peut avoir une influence sur ces politiques et créer un momentum et puis de la pédagogie d'élus ou de qui que ce soit. Mais aussi, oui, ça modifie la culture dans laquelle on baigne et ok, c'est quelles valeurs qu'on valorise dans notre société, quoi. Ouais, complètement. Merci Frédéric. Merci beaucoup Pierre, merci à toi. Filer au cinéma, vous prendre une claque devant ton film L'Abbé Pierre, une vie de combat. Et si vous aimez les films engagés, je vous conseille évidemment la première interview sur Goliath, le thriller écolo. Ciao tout le monde, ciao Fred, à dimanche prochain.